Hmm. Voilà, je pense que nous pouvons démarrer, hein. Bienvenue et grand bonjour à toutes et à tous. Donc là, nous sommes très heureux de nous retrouver une nouvelle fois pour une séance de profil d'une œuvre autour de Ligeti. Donc merci à nos camarades de la SFAM pour toute cette co-organisation. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Jean-Marie Rennes qui va nous proposer la première présentation euh, autour de Ligeti. Très bien, Merci merci Jean-Marie. Michel. Donc, bon, pour être clair, c'est vrai que c'est moi qui ai eu cette idée de faire quelque chose autour de Ligeti pour deux raisons. La première, c'est comme vous le savez évidemment, c'est le centième anniversaire de sa naissance, d'une part. Et puis d'autre part, parce que c'est un des compositeurs qui m'intéresse sans doute très très particulièrement, que dans la foulée, en fait, au mois de novembre, il y aura une journée d'hommage à Ligeti qui sera faite au Conservatoire de Liège, avec non seulement des conférences, mais concerts aussi. On y diffusera le magnifique film de Michel Follin aussi. Et puis d'autre part, c'est un compositeur qui m'a intéressé depuis bien longtemps. Et pour reprendre une phrase que je n'oublierai jamais de Victor Kissine, qui est compositeur et qui enseignait l'analyse musicale à Mons, il a dit un jour lors d'un cours qu'il faisait dans ma classe, ben, en fait, Ligeti, c'est un peu comme Mozart. Il dit Mozart, il a ramassé, c'était sa formule, hein, ramasser sa musique sur les poubelles. J'aimais beaucoup cette manière de présenter les choses. Dans son esprit, c'était l'idée que Mozart avait pu utiliser des choses communes, des choses qui appartiennent au Partimento, mais en faire quelque chose de proprement inouï. Et je pense que Ligeti, surtout à partir des années 80, est du même ordre, ce qui fait que je considère souvent Ligeti comme le Mozart du XXe siècle. Voilà les raisons de ce choix. Je vais faire un partage d'écran pour afficher mes slides. Alors dites-moi si c'est tout à fait lisible, pas de problème. C'est bien, ça marche. Parfait, merci. Donc en fait, des pièces, des 11 pièces pour piano, Musica Ricercata, dont je voudrais vous parler. Alors, je présente très rapidement le contexte en reprenant des notes de concert de Ligeti, où il dit, dans une note qui date de 1978, il devint clair pour moi vers 1950 que la poursuite du style post-bartokien dans lequel j'avais composé jusque-là ne me ferait plus progresser. J'avais 27 ans, je vivais à Budapest, complètement isolé de toutes les idées, de tous les courants et techniques de composition qui s'étaient développés en Europe occidentale après la guerre. En 51, je commençais à faire des expériences avec de simples structures rythmiques et sonores dans le but de construire une nouvelle musique quasiment à partir de rien. Je considérais que toute la musique que j'avais connue et aimée jusque-là devenait sans importance pour moi. Je me demandais, évidemment, ça concerne les musicas, je me demandais ce que je pouvais faire avec un son, avec son octave, avec un intervalle, avec deux intervalles, avec certaines proportions rythmiques. Ainsi virent le jour plusieurs pièces brèves, surtout pour piano. Il ajoute un peu plus bas dans mon texte, dans le premier mouvement de Musica Ricercata, un seul son, un La est utilisé. Il apparaît dans différents registres et selon différentes combinaisons. Il n'est accompagné d'un Ré qu'à la fin. Dans le deuxième mouvement, il y a trois sons, dans le troisième quatre, etc. Donc en fait, le projet compositionnel de Musica Ricercata est clairement défini à travers cette notice de concert. Dans une autre notice, mais qui n'est pas datée, celle-là, il dit ces 11 pièces pour piano appartiennent du point de vue stylistique au Ligeti préhistorique. Je les ai composées en 51-52. En réalité, c'est étalé jusqu'à 53, lorsque j'étais encore relativement jeune. À l'époque, je vivais à Budapest et compte tenu de la situation politique là-bas, j'étais complètement isolé de tout ce qui saurait se produire, de tout ce qui s'était produit en Europe occidentale. Mes modèles de l'époque étaient Bartók et Stravinsky, car leur musique était la plus moderne que je connaissais. Ainsi, le style de ces deux compositeurs est perceptible dans mes pièces pour piano, bien que j'espère que certaines d'entre elles
Par exemple, c'est moi qui surligne évidemment, par exemple, la dernière ou la deuxième et les deux premières fassent apparaître déjà un style personnel. Et donc, c'est ça qui va m'intéresser dans ce que je vais vous présenter. Le titre Musica Ricercata renvoie bien à cet essai de briser la tradition et de faire quelque chose de nouveau. En même temps, la pièce, sur un motif modifié, est apparente, de Frescobaldi, pardon, est apparentée formellement à un ricercar, c'est-à-dire un genre compositionnel proche de la fugue, datant de l'époque pré-baroque. Ce morceau est intentionnellement monotone, avec la structure rythmique monotone. Je voulais neutraliser la technique polyphonique, donc pratiquement la faire disparaître. Et ça aussi, je crois que c'est annonciateur d'un certain nombre de choses qu'on trouvera dans le Ligeti futur. Alors, présenter ces pièces, ben, ça faut prendre en partie ce qu'il vient de nous dire. C'est un travail de recherche systématique par le processus qui est d'avoir une note et en ajouter une, puis deux, puis une de plus, etc. Il y a un goût très prononcé pour le rythme et on ne peut pas ne pas entendre sans doute une forme d'influence des musiques populaires, sans doute à cause de Bartók, mais en tout cas, c'est un hédoniste du rythme, Ligeti. On trouve déjà, notamment dans la première et la septième pièce, l'idée du rythme, mais de manière proprement mécanique. Il y a l'influence de certains compositeurs, comme il l'a dit, Bartók et Stravinsky, et j'ajouterais que, sans tomber dans un discours psychanalytique de bas étage, que pour moi, cette œuvre est très représentative de sa captivité. Quand je parle de captivité, c'est évidemment la vie qu'il peut avoir dans ce bloc de l'Est complètement fermé et qui censure énormément de choses. C'est, d'autres aussi, parce que c'est une chose, moi, qui m'intéresse, parce que je suis compositeur, ces 11 pièces sont une véritable leçon de composition. Même si Ligeti est encore un jeune compositeur, ce qu'il nous propose est absolument magistral, je trouve. Alors, un plan général de ces pièces, les échelles. Alors, sur la gauche, vous avez la note principale ou les notes principales. Au centre, vous avez la note complémentaire et à droite, l'échelle complète. Alors, je me suis permis de mettre des cadres pour certains sons. Dans la première pièce, le Ré qui arrive, comme vous le savez, à la toute fin, le Sol qui arrive au plein centre de la deuxième pièce, c'est pareil pour le Sol dièse dans la quatrième pièce. C'est ce que j'appelle la note complémentaire et elle est véritablement théâtralisée au moment de son apparition. Quand je parle de théâtraliser, c'est de la mettre en évidence de manière tout à fait remarquable. Lorsque le cadre est en pointillé, c'est qu'elle apparaît de manière importante aussi. C'est généralement la dernière à apparaître dans l'échelle, mais elle fusionne un peu plus avec le reste de la texture. En revanche, quand il n'y a pas de cadre toutou, je pense à la troisième pièce par exemple, on peut dire que le mi bécard est vraiment sur un pied d'égalité avec le mi bémol et que, en dehors du fait que c'est le dernier son à arriver pour donner la texture majeure de l'accord, ça fusionne, si vous voulez. Il y a un deuxième tableau aussi qui pourrait pas être inintéressant, c'est la manière dont, quand on regroupe toutes les échelles, on peut y lire quand même une forme de symétrie dans plusieurs des pièces. Je prends par exemple la septième où les intervalles, si vous les lisez de manière rétrograde, vous donnent exactement le même résultat. C'est vrai pour la huitième, c'est vrai pour la neuvième. Donc quand on prend l'échelle complète, une forme de symétrie peut apparaître. Il est évident que plus on va avancer, plus on va avoir des symétries puisqu'on va vers le total chromatique. Dernière chose par rapport à la présentation plus globale, il y a dans Musica Ricercata une volonté, je pense aussi, d'alterner, c'est quelque chose d'assez commun pour finir, des pièces relativement rapides et lentes, de manière à créer le contraste. Je pense que les trois premières sont évidentes sur ce point de vue, pièce très rythmique pour la première, plutôt statique et lente pour la deuxième, rythmique pour la troisième. Si on prend la quatrième, la cinquième et la sixième, on est dans le même genre de cas de figure. Bon, voilà pour le portrait très général de ces pièces. Alors, la première pièce que je voudrais, pardon, aucune raison qui joue, je vais enlever ça.
enfin, inutile de les entendre, je pense. C'est, je pense, une forme de travail sur le rythme et le timbre et le côté mécanique. L'enveloppe générale de la pièce, vous la connaissez, c'est dit très brièvement de plus en plus vite et de plus en plus fort jusqu'à une forme de saturation. Je pense que l'enveloppe, c'est ça dans la pièce. Alors, euh, comment commencer? Ben, c'est la première pièce. Ben oui, il va nous proposer le La comme note principale. Et son ouverture est une ouverture terriblement théâtralisée, puisque j'ai du mal à m'empêcher de ne pas entendre à travers ça l'idée des trois coups qu'on donne au théâtre au moment où on va lever le rideau. Ça me semble assez clair, mais bon, on peut avoir d'autres interprétations sans doute. La mise en marche, alors, est laborieuse et comme une espèce de machine. Et en entendant la première fois, il y a bien longtemps, cette pièce, je me suis dit, tiens, il fait comme Honegger dans Pacifique 231, cette espèce de mouvement qui se met en marche très progressivement. Et puis, il va installer, après l'ouverture très théâtralisée, il va installer une pulsation. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel ici, pour comprendre ce qui va arriver après. Quand je dis une pulsation, on ne peut pas faire autrement que d'entendre dans un premier temps une pulsation à la noire. C'est ce que vous avez dans le bas de la page. Je pense que dès la troisième mesure de mon exemple, la noire devient l'étalon véritablement. Et lorsque les croches arrivent, le poids de la note inférieure, dans une certaine mesure, nous fait garder cet étalon. Et donc ça me paraît vraiment essentiel pour la suite de la pièce. Alors, par-dessus l'ostinato qui va défiler, on peut lire les choses sur le plan thématique de plusieurs manières. La première, c'est de se dire qu'on a, dans une certaine mesure, un motif ou un thème principal qui se construit progressivement. Et je l'ai fait en trois colonnes, tout simplement parce que il y a ce que j'appellerais volontiers le motif A, que vous avez sur la gauche, le motif B, qui est sensiblement différent, et le motif C qui devient l'aboutissement véritablement. C'est pour moi la construction tend vers ça. Les ovales violets montrent la parenté évidemment qu'il y a entre ces trois motifs. J'ai mis aussi un cadre rouge pour montrer que ces motifs, les trois A, B et C, par rapport à la pulsation que Ligeti impose, s'entendent soit sur le temps, leur démarrage, soit à contre-temps. Et ça me paraît vraiment une chose importante pour la perception du rythme. Je veux dire que quand on fait pam, 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 on n'a pas, sur le plan de la perception, la même sensation. Et les trois motifs vont passer au crible de ce type de transformation rythmique, de perception. Alors, pourquoi je considère ce troisième motif comme le motif principal? D'abord, c'est, vous le voyez dans mon tableau, c'est le motif qui sera effectivement le plus présent, mais d'autre part, il semble vouloir nous dire dans la troisième pièce qu'au centre, c'est le deuxième thème de la troisième pièce, il me semble clair que c'est bien ce même motif qui est repris, avec de plus les mêmes modes de jeu, et j'y reviendrai aussi dans quelques instants. Alors, la première partie de la pièce, jusqu'à la mesure 41, c'est mon trait rouge, fait que ce motif est en construction. Et puis à partir de la mesure 44, il va être élidé progressivement. Élidé pour n'arriver à garder, somme toute, que à la mesure 58, cet élément-là. Alors, plus on va avancer dans la pièce, plus on va accélérer, plus on va jouer fort, et plus on risque de perdre la notion de pulsation à la noire. En tout cas, quand la pièce est très très bien jouée, et j'ai écouté encore pas plus tard que hier la version de Pierre-Laurent Aymar, la façon dont il le fait, de manière tellement brillante, fait qu'il y a un moment où, dans la saturation, dans le crescendo et la modification du tempo qui s'accélère,
on va vers une situation qui devient pratiquement, non pas quantique, vous corrigerez, c'est chaotique. Mon correcteur orthographique a fait des bêtises. Et cette idée d'aller vers une forme de chaos, de perte de la pulsation, pour moi, est quelque chose qui est déjà annonciateur de choses qui vont préoccuper Ligeti plus tard. Et je ne peux pas m'empêcher de rapprocher l'idée du projet de cette pièce de désordre, où là aussi, il y a une forme d'accélération dans des ordres qui n'est pas due à l'accélération du tempo, mais bien à la diminution temporelle de la mélodie, et qui fait qu'on a cette sensation aussi d'accélération et de situation chaotique un moment. Donc ça, c'est portrait général du déploiement des motifs, mais on peut regarder les choses autrement. C'est le tableau que je vous propose ici, parce qu'il y a un travail important, je trouve, sur l'idée de la registration. On a donc en dessous, au registre 1, qui est le registre le plus grave, l'ostinato, que j'ai marqué en croche. Deuxième registre, on a ce que j'avais appelé le motif A, qui manifestement, quand il est répété à la mesure 27, reste dans ce registre, à la mesure 34, reste dans son registre. Il est fixé. Le motif B, qui lui aussi va, mesure 19, 24, 29, 32, rester dans son registre. Et le motif C, qui va rester un moment dans son registre aussi. Les flèches. C'est foutu. Non, mais tu me donnes. Je pense qu'il y a un micro ouvert. Ah, Je ne sais pas qui tu me c'est. donnes peut-être du papier. Viviane, je pense. Oui, exactement. Viviane. Alors, le son. Oui, Viviane, merci. Et, non. Voilà, je poursuis. Les flèches que vous avez entre le motif B et A montrent que le motif B utilise un autre registre, mais emprunte un son au registre précédent. C'est pareil pour le motif C qui va emprunter un registre au motif précédent. Et puis, comme vous le voyez dans le tableau que je vous présente là, le motif A va trouver une résonance au registre plus aigu encore, et puis manifestement, le motif C va envahir le texte avec ici, première fois, la mesure 34, une élision de ce que j'appelle la queue ou la désinence du motif. Chaque fois que vous avez un cadre pointillé, c'est qu'on n'a qu'une partie du motif, soit la tête, comme c'est le cas ici, soit la queue, comme c'est le cas ici. Et puis tout ça va porter à élision progressive, pour ne garder en définitive au départ que dans la première phase la croche et la noire. Le climax est marqué par l'abandon de l'ostinato et cette formule rythmique jouée très très vite et très fort. Et puis, la première fois qu'apparaît véritablement ce motif annonciateur, c'est à la mesure 52. Alors, je fais ce qu'on fait souvent, je prends ma calculette, je dis combien de mesures y a-t-il dans cette pièce, et sur un plan purement numérologique et pas temporel, bien entendu, pour l'accélération, la mesure 52 se trouve exactement à la proportion de l'ensemble. On sait que Ligeti a pu utiliser cette proportion à d'autres moments. Voilà pour le contexte de la registration. Alors, il y a tout un travail sur les modes de jeu. Bien entendu, c'est comme Viviane, je pense qu'il faudrait couper ton micro. Les modes de jeu pour chacun des motifs, je les ai entourés là, mais il me semble que le plus simple, c'est de faire cette synthèse-là. Le point commun entre tous ces motifs, c'est que systématiquement, la première note de chacun des motifs est accentuée. Lorsque c'est une croche, elle est jouée staccato. Et puis, comme vous le voyez sur le tableau, eh bien, les sons longs lourés sont toujours lourés et les croches qui suivent la note initiale sont toujours jouées staccato. Ce qui est d'ailleurs pas une chose si simple dans la réalisation de cette pièce, pour garder vraiment le mieux possible ces modes de jeu. Le tableau qui suit, je pense que
je ne vais pas en avoir besoin. J'avais fait ça pour mes étudiants au conservatoire il y a quelques années. C'est de proposer graphiquement la forme générale de la pièce. Et donc, la conclusion va se faire avec ce son qui… Oui, ça, j'ai oublié de le signaler, ça ne me paraît pas inintéressant quand même dans ce tableau-là. C'est de dire que… Ah non, je ne l'ai pas, pardon, je pensais l'avoir. Mais qu'une fois qu'on aura terminé cette phase de saturation, Ligeti va jouer aux extrêmes du clavier le La et qu'il va le faire avec un accélérando écrit, non pas accéléré dans le tempo, mais un accélérando écrit en passant par des triolets, puis des croches, des quintolets. Et en fait, la dernière partie devient alors en quelque sorte comme un condensé quelque part de la trame générale. La note complémentaire maintenant. Alors, beaucoup de réactions parmi mes étudiants lorsque je fais écouter cette pièce. Lorsque la dernière note arrive, le Ré, ils disent « Oh, ben, c'est un geste humoristique ». C'est une première manière de percevoir, et je ne peux pas dire que ce n'est pas plausible, évidemment. Deuxième commentaire qu'ils font, il dit ben, c'est un petit peu comme si le La devenait une énorme dominante qui trouve sa résolution à la quinte inférieure. Pertinent hein, aussi, cette espèce de suspense sur la dominante. La troisième hypothèse, et c'est celle qui m'intéresse le plus par rapport à d'autres pièces de Musica aussi, c'est que c'est pour moi un geste hautement dramatique. C'est pour moi cette idée de cette situation tellement carcérale que vit Ligeti là-bas, et le Ré me semble sonner aussi comme une espèce d'échappatoire, un mouvement de libération, si vous voulez, un espoir véritablement. Et là, il y a quelque chose pour moi de profondément dramatique dans la manière dont on reçoit cette note. Donc voilà pour, je sais que mon temps est très compté. Michel, tu m'arrêtes au moment où tu dois m'arrêter, si tu veux bien. Donc, la première pièce, je l'ai donc choisie parce que je trouve qu'elle annonce dans une certaine mesure le Ligeti futur. Et puis, les deux autres pièces que j'ai choisies, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les deux, c'est la septième et la deuxième. Mais je voudrais vous dire, décidément, j'ai oublié d'enlever les sons de mes slides. Cantabile, molto legato, et une mélodie qui vient se déposer au-dessus, con moto giusto, une main gauche qui va à une vitesse absolument scandaleuse. C'est un vrai travail sur la perception du temps que Ligeti nous propose. Et sur cet ostinato, dont on va discuter dans un instant, vient se déposer un thème qui sera utilisé sous forme de variation. C'est un véritable thème varié, soit en contrepoint parallèle, vraiment comme une deuxième voix dans une musique populaire, comme on entend souvent, et ou en canon. Et donc, voilà l'ostinato bien installé sur une échelle pentatonique, incontestablement. Alors, demandé par Ligeti, staccato, hein, il faut le jouer le plus mécanique possible, véritablement. Et quand on entend cette formule rythmique, on peut l'entendre aussi, même si elle n'est pas accentuée, de deux manières, de faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, avec quelque part un rythme axac qui vient ainsi cacher, ou l'autre solution, c'est dans la vitesse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, il a une construction avec sa note ajoutée, ce que j'appellerais le Fa ici, des cartes descendantes, il y a quelque chose qui peut faire songer à ces rythmes axales. Vient se déposer par-dessus ce côté très machine, en quelque sorte, le thème. Alors, le thème sonne incontestablement comme un thème mixolydien, on peut difficilement pas l'entendre comme ça. J'ai ajouté mode 7, ça m'intéressait dans la mesure où dans cette mélodie, le Do tellement central peut agir un peu comme une teneur en quelque sorte. Vous avez là le plan général de cette mélodie et vous voyez que j'ai baptisé les premières mesures A, présentation du matériau, et que à la perception, je trouve que le motif qui fait un moment, ce moment-là, vient nous donner un contraste. Je l'ai appelé phrase B ou partie B et B' parce que c'est son déploiement. Voilà, ça c'est
le portrait général de cette mélodie que je ne vais pas vous jouer. En revanche, ce qui est intéressant dans la construction, c'est de voir le nombre de répétitions de même formule mélodique. Alors, les cadres rouges montrent ce mouvement qui fait ou deuxième cadre, troisième cadre. On a cette sensation parfois que la mélodie tourne un peu sur elle-même. C'est vrai pour le deuxième motif que j'ai mis en bleu, cet intervalle de tierce majeure et de seconde mineure à partir du si bémol. On retrouve ce même motif. Et si je vais un peu plus loin, c'est mon cadre pointillé bleu. C'est exactement l'inverse du motif fa la si, mais en mouvement descendant. Et donc, les cadres bleus et rouges marquent la récurrence de ces deux motifs. Et la particularité de cette mélodie, quand on l'écoute sur le fond mécanique, c'est d'être complètement suspendu. Et cette suspension est due, je crois, en partie aux répétitions de ces motifs. On peut présenter les choses un tout petit peu différemment sous forme d'analyse paradigmatique qui n'est pas inintéressante pour montrer le déploiement de chacun de ces motifs. Bon, ça, c'est l'aspect mélodique. Mais ce qui me passionne le plus dans cette mélodie, c'est de me dire que, en fait, quand on l'écoute, j'ai appelé ça une mélodie qui médite sur son devenir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a énormément de valeurs longues. Et que ces valeurs longues, c'est un peu comme si la mélodie prenait son envol et s'arrêtait pour contempler. Elle repart, elle s'arrête pour contempler sur le fa à l'aigu. Elle repart, elle s'arrête pour contempler sur le do. Il y a quelque chose qui, dans ces arrêts, si vous voulez, et qui viennent suspendre cette mélodie, est d'une efficacité sur le plan poétique absolument extraordinaire par rapport à ce qu'on a en dessous. C'est ces deux dimensions superposées que je trouve absolument fascinantes. Et je fais souvent la démonstration à mes étudiants en disant, je vais vous jouer la version où j'ai enlevé les notes longues, à savoir donc. Et on se dit, c'est une petite valse, et je leur fais ceci. On est très loin de Ligeti, excusez-moi. C'est un peu comme si une mélodie s'arrêtait et attend son devenir. Je trouve que c'est une des choses absolument magnifiques dans la construction de cette mélodie. Alors, les variations, ben voilà un tableau général, ce n'est pas très grand, je voulais mettre toutes les variations l'une sur l'autre. On constate assez clairement que ça c'est le modèle ou le thème, que la première variation reprend assez clairement et même en phase les éléments de la première. Elle est assez proche. Elle est faite avec une tierce parallèle, intervalles qui vont changer à certains moments, mais c'est bien l'idée d'un mouvement en contrepoint parallèle qui intéresse Ligeti ici. La deuxième variation va voir des petites modifications. Entre autres, elle est à l'octave, et si on regarde cette mesure-là, on se dit, tiens, Ré, Si, Fa n'est plus placé au même endroit. Et il y a une raison évidemment contrapuntique. Cette variation-là est faite en imitation, c'est un vrai canon, et pour le coup à la quinte inférieure. Donc la superposition montre en particulier les moments où la suspension est un peu plus grande dans la mélodie, mais pour laisser la place au canon. C'est un peu comme si le canon était sur le plan temporel, on pouvait le placer à différents endroits, si vous voulez, une espèce d'élasticité. La troisième variation, donc en imitation canonique, la troisième variation reprend les procédés des deux variations précédentes. On va avoir non seulement des mouvements de voix parallèles, mais en plus un canon qui, là, pour le coup, sera à la quarte supérieure. Et le problème de ce qui va suivre, c'est qu'on peut le regarder de diverses manières. Soit la quatrième variation, ou comme la poursuite, c'est le grand trait que j'ai mis là-bas, comme la poursuite de la fin de la thématique, si vous voulez. Je peux le placer vraiment à deux endroits et ça fonctionne. Et pareil pour la dernière variation, terriblement tronquée, où
c'est ceci qu'on entend dans la dernière variation, mais on peut considérer que c'est aussi la fin de la thématique. En réalité, à partir de quatrième et cinquième variation, on peut peut-être considérer aussi que c'est une forme de coda, où on conclut quelque part la variation 3 en répétant les derniers éléments. C'est une lecture possible. Alors, dernière chose par rapport à ces variations, lorsque c'est en mouvement parallèle, la première variation, vous l'avez au-dessus, c'est manifestement au départ des mouvements de tierces parallèles, et puis petite modification, et ce qui me paraît intéressant, c'est que la, sol, mi n'est pas sans nous rappeler le motif dont j'ai parlé dans la mélodie tout à l'heure, et qui est ce mouvement descendant, et donne un intervalle de septième et de quinte, et à chaque désinence, on retrouve exactement le même contexte intervallique, avec l'arrêt sur la quinte qui donne cette suspension et cette référence quelque part à la tradition avec do, sol par rapport au fa central. Ça agit un peu comme ce qu'on appelle une demi-cadence ou un repos à la dominante. La deuxième variation est en contrepoint. C'est un canon. Je me suis permis de mettre de petits traits parce que je pense que c'est le plus efficace pour montrer la manière dont l'imitation, le mouvement canonique à la quinte inférieure fonctionne. Dès la mesure 5 ou 6, c'est le trait rouge, ben le canon s'est serré. Il était à distance d'une mesure, il est à distance d'une blanche cette fois-ci. Et ce qui intéresse Ligeti, évidemment, c'est de pouvoir placer l'imitation à cet endroit-là et avec la valeur longue, de garder le jeu d'imitation. C'est comme si ce contrepoint pouvait être malléable sur le temps temporel pour pouvoir permettre de faire entendre toute une série d'imitations. La note complémentaire ici s'intègre, on l'entend quand elle arrive, parce qu'elle rompt à un moment le mixolydien dans lequel on baignait, mais le la bémol, évidemment, c'est tout simplement issu du canon, puisque le la bémol sol fa, c'est le mouvement en imitation de mi ré do. Donc le la bémol s'explique vraiment par le processus de canon. La suite, ben, ça se poursuit de la même manière. Ici, le canon est à distance de 2 mesures, mais ça laisse bien entendu à Ligeti le soin de pouvoir déployer son imitation. Et c'est pareil comme ça durant toute cette variation. Là, c'est très serré, c'est carrément le canon à la noire, mais qui donne une énergie évidemment toute particulière sur la fin de cette variation. Donc, malléabilité en fait temporelle pour le canon. Et je vous montre encore la troisième variation, où on a d'une part la mélodie, le thème principal qui est là, la seconde voix en mouvement parallèle dont on a déjà parlé, et puis le canon qui va subir exactement les mêmes modifications. Le la bémol qui s'explique lui aussi par l'imitation canonique. Et puis, je pense que mon graphe se passe de commentaires. On voit, je crois, relativement bien la manière dont les choses se passent. Les emplacements de suspension de la mélodie un peu plus longs parce que, ou du canon, parce que l'imitation doit se faire entendre. Ce la bémol là, par contre, il revient de manière un petit peu inattendue parce qu'il n'est pas tout à fait justifié par l'élément canonique. C'est un peu comme un souvenir de cette note. Et par contre, après, ça continue. Voilà pour la dernière variation ou la prolongation de ce qu'on avait eu avant. Et cette idée que c'est autant, ça appartient le début autant à A que à la partie B' de cette thématique. Donc voilà pour cette septième pièce. Alors Michel, tu me dis où j'en suis? Je ne regarde pas, je t'avoue. Nous allons, oui, il est 2h35. Peut-être est-il temps d'ouvrir peut-être la discussion sur ces deux pièces? Et si on a un petit moment après, je voudrais dire juste un mot sur la deuxième pièce quand même, qui est tellement particulière. Je t'en prie. Non, non, mais je peux le faire après, hein. Passons d'abord à la discussion et puis Oui. il reste un tout petit peu de temps, je le ferai. D'accord. Voilà, mais j'invite les participants à intervenir et à poser leurs questions ou faire part de leur
réflexion. Nicolas. Oui, j'aurais une toute petite question pour cette deuxième pièce. Tu as dit plusieurs fois qu'elle était en mixolydien, Oui. mais je ne suis pas sûr d'avoir vu le mixolydien. Est-ce que tu peux expliquer ça? Ah oui. Je vais le reprendre ici. Je remets mon truc. Bah, toutes les hauteurs sont composées sur le fa central. C'est ça, tu prends fa comme note de Ah oui, référence. oui. Mais c'est ça qui n'est pas évident, hein, il n'y a pas beaucoup de fa. Non, mais tout l'ostinato est bâti sur le fa en octave. C'est ça qui conditionne l'écoute, hein. Je veux dire que l'ostinato qui fait fixe tellement le fa dans notre oreille que je ne peux pas, moi, l'entendre autrement que comme une forme de mixolydien. Ce qui explique aussi que je considère qu'effectivement le sol, je l'entends comme une forme de suspension. Mais c'est évidemment l'action de l'ostinato qui se trouve à l'arrière-plan. C'est ça, donc c'est pas dans la mélodie elle-même. Non, c'est le contexte général. Oui. Je peux dire quelque chose? Vous Oui, Anne, m'entendez? oui, Anne, je t'entends. Oui. Moi, ce qui me frappe aussi dans ces pièces que je connais depuis longtemps, évidemment, je les ai jouées, c'est l'aspect humoristique qu'on retrouvera moins dans la suite de son œuvre, je trouve. Et or, c'est un moment où il se sentait enfermé, à juste titre, et où il paraît, je dirais, le plus heureux, le plus humoristique, plus que dans le reste de son œuvre. Qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu, Jean-Marie? Euh, je me souviens d'avoir entendu, d'avoir été écouté le Grand Macabre à l'opéra, et il y avait quand même pas mal, alors que le sujet n'est pas vraiment drôle, il y avait quand même pas mal de choses assez drôles, hein, à la fois dans la musique, mais aussi dans la mise en scène. Alors, je ne sais pas si... Oui, je ne sais pas si après il y a plus ou moins d'humour. Moi, je t'avoue que cette septième pièce, je ne l'entends pas comme une pièce humoristique, hein. Je ne l'entends pas comme ça. Par contre, le quatrième, Musica Ricercata, celui qui fait référence à Chopin, là oui, il y a plus. C'est drôle la façon dont il le fait. Drôle parce que déjà, sur le plan rythmique, il fait tout pour nous suggérer la maladresse de celui qui va tourner la manivelle de son ordre de barbarie. Bon, là, je trouve qu'il y a une forme d'humour. Dans celle-ci, je ne l'entends pas comme ça, en tout cas. Oui, enfin, je trouve que dans l'ensemble de cette œuvre-là, c'est quand même, il y a un aspect assez humoristique. C'est vrai, tu parlais de l'opéra et j'y pensais moins. Je pensais plus aux œuvres instrumentales. Voilà. Oui. Jean-Marie, pourrais-je... Oui, Thérèse. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être aller encore plus loin dans l'observation de la cohérence du matériau par rapport à ces canons quarte et quinte Oui. et à mettre en rapport avec une certaine statistique des notes, en tout cas en termes de nombre et de longueur, et surtout d'ambitus de do à fa, de do à sol. Et il me semble que on a des insistances sur ces notes-là et qui rejoignent les intervalles des canons. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, Voilà. tu as raison, tout à fait. Tout à fait. Je pense que ça ajoute, enfin en tout cas pour moi, ça a toujours été très, très prégnant. Oui. Et ça donne aussi encore, j'irais dans ton sens, de sentir les limites d'un espace musical. Mhm. Oui, tu as raison en disant qu'effectivement, la mélodie est centrée sur le do, hein. Tout à fait. Et alors, soit elle passe vers le ça. fa
aigu au sol, donc quarte ou quinte, et on sent comme une sorte de carcan se former, où parfois, effectivement, on a un dépassement, fa, la, si bémol, mais ça agit comme un petit dépassement qui est aussitôt rattrapé par ces notes prégnantes, Oui, qui tout à fait. dessinent un ambitus vraiment comme un carcan. Tout à fait. Et l'ambitus de quinte, on l'entend tellement bien déjà dans la première variation au Tout à moment où fait. on fait ses suspensions. C'est sur des intervalles de quinte, hein. Euh, oui, oui, tout à fait, tu as raison. Merci. Si c'est possible, j'avais une petite question, remarque par rapport à la première pièce. Oui, On a parlé, vous avez parlé, hein, Jean-Marie, de ce fameux ré en tant que note complémentaire qui arrivait oui, à la oui. fin. Du coup, ben, j'ai la partition sous les yeux et c'est vrai que je me rappelle qu'il y avait aussi ces harmoniques en fait, qui sont jouées avec les notes, les touches du piano enfoncées silencieusement. Et Oui. cette résonance, du coup, comment vous interprétez cette fin-là en regard de ce petit clin d'œil de Par rapport à Lydie? la résonance, Oui, oui, oui. alors pour moi, la résonance, c'est simplement, enfin simplement, c'est l'idée d'avoir un timbre qui change. On a l'attaque du ré en octave, qui est quand même joué sforzando, et puis on a un espace résonant. Mais pour moi, euh, c'est, ça fait partie d'un travail sur le timbre, pour moi, ça. C'est vraiment se dire, cette note-là que j'ai entendue de manière tellement claire, surtout avec ce qui a précédé, hein, ce mouvement qui se resserre progressivement, j'entends ce ré et j'ouvre un espace. Et l'espace, enfin, je reviens sur cette manière d'interpréter les choses qui est hautement dramatique, cette ouverture et la résonance, elle me fait presque, elle m'ouvre les bras, en fait, vers une liberté possible. Mais encore une fois, c'est peut-être un regard psychanalytique de bas étage, mais je l'entends comme ça. Et dans la deuxième pièce, on a exactement la même chose. La note complémentaire, quand elle arrive, elle est un véritable cri de détresse, véritablement. En tout cas, moi, je l'entends comme ça. Et pas comme, Anne, tu disais, un côté humoristique. Alors, on peut entendre le sol dans la deuxième pièce comme quelque chose, si pas oui, pourquoi pas, on peut l'entendre de manière drôle. Mais moi, je l'entends comme quelque chose de catastrophique, véritablement. Mais encore une fois, ça, c'est une interprétation, évidemment. Jean-Marie, mais justement, catastrophique. Et est-ce que le ré, à ce moment-là qui arrive là, ne dessine pas le la qu'on a entendu dans toute la pièce comme enclos Oui, dans dans cette résonance? oui. Oui, on peut l'entendre comme ça, tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Le la est intégré dans le ré. Je dirais dans le reste de la pièce, étant donné qu'on focalise sur une seule hauteur, ben, au niveau de l'oreille, ce qui va se passer, c'est, comme vous l'avez bien montré, le jeu sur les registres, sur les attaques, vont justement attirer notre attention, puisqu'il n'y a pas d'autre jeu sur les Oui, hauteurs. Donc c'est vrai qu'il y a une oui. certaine cohérence avec le reste de la pièce. Tout à fait. Mais moi, j'aimerais bien avoir votre sentiment à tous sur cette fin. Comment est-ce que vous l'entendez, vous? Parce que j'ai proposé trois regards en disant geste humoristique, euh, allusion ou en tout cas référence à l'idée d'une dominante qui se résout, une dominante obsédante, évidemment, ou geste dramatique. Moi, ça m'intéresse de savoir comment, au niveau simplement de la perception, vous entendez cette fin. Ben, justement, dans ma remarque, pour moi, c'est une ouverture et avec la résonance aussitôt euh, refermée, elle semble ne pas dire autre chose que ce que la pièce a dit, c'est-à-dire rester sur cela et qui dessine son enfermement. Mhm. Pour moi, je l'ai toujours senti comme ça, comme une ouverture et aussitôt rattrapée. Mhm. Si je, Oui. si je peux me permettre, vous m'entendez? Oui, Oui. Oui. Bah, écoutez, je ne sais pas si Jean-Michel Bardez est là, non? Mais on était ensemble au Centre Acante en 1979 et je me souviens d'Alighieri qui avait énormément d'humour, même dans ce qui était très dramatique, un peu comme Kaggle. Et je pense que si on regarde certains films, le film sur sa vie, euh,
on se rend compte que c'est quelqu'un qui avait envie de s'amuser de façon extrêmement ponctuelle. Donc, pourquoi pas un trait d'humour dans un contexte qui est effectivement très grave. Et j'ai ressenti la même chose avec Maurizio Kagel, Hmm. qui avait vécu des choses un peu semblables. Oui, je pense qu'on peut le voir des trois façons, Jean-Marie, de ce que tu as évoqué. Euh, pour moi, tout est valable. Les trois façons, les trois manières de le voir sont valables. Voilà. Ah oui, oui, je ne dis pas que je ne vois pas de ma perception, au regard aussi du reste du film, hein. Je veux dire, je me permets quand même de montrer juste une petite dia sur le deuxième mouvement, parce que ça explique la façon dont j'entends les choses, et encore une fois, c'est euh, très personnel. Donc ça, c'est les trois manières qu'on a de présenter cette thématique dans le deuxième mouvement, thématique absolument incroyable. Et donc, elle est jouée au centre du clavier la première fois, comme vous le savez, puis aux extrêmes pianissimo, ce qui crée un gouffre monumental au centre, évidemment, hein. Et ce gouffre permet quand même de dire que là aussi, ça peut faire songer à ce qu'on trouvera chez le Ligeti futur, c'est de créer un espace véritable, et entre la première présentation du thème et la deuxième, avec ses octaves, de faire ce que Herman Saab, qui a beaucoup travaillé la musique de Ligeti, et je n'ai pas trouvé de traces écrites, mais je me souviens d'une conférence qu'il avait donnée en présence de Ligeti au Festival Ars Musica il y a de nombreuses années maintenant. Pierre-Laurent Aimard était là aussi pour jouer les pièces, et Herman Saab parlait pour ce genre d'événement d'un événement catastrophe, où en fait on change complètement la perspective, et quand j'entends ce vide véritable, il y a quelque chose d'angoissant d'une part, et puis d'autre part, ça me fait songer à la fin du premier mouvement du concerto pour violoncelle de Ligeti, où on a exactement le même type d'effet, on est aux extrêmes et se dégage un gouffre monumental au centre de la structure. Ce qu'il y a de merveilleux dans cette pièce aussi, c'est ce qu'on pourrait dire parfois une orchestration à l'envers. C'est que là où on est au centre du clavier, on n'a qu'une seule note, il fait jouer tout forté, et puis quand il a l'occasion de faire des octaves et renforcer le son, il le fait jouer pianissimo. Il renverse complètement le processus, c'est assez formidable. Et c'est ça que je voulais vous montrer par rapport à cette idée d'échappatoire, de besoin de liberté. Pour moi, quand on entend le mouvement qui fait... Donc, on a eu ça. Et puis, surtout, jouer cette note qui sort de son espace et qui sonne, dans ma perception, encore une fois, comme une espèce de cri, si vous voulez, de besoin d'échapper en passant à ce registre-là. Voilà, c'est surtout pour ça que je voulais vous montrer cet exemple-là, parce que c'est pour moi du même ordre. Voilà. Et moi, je ne peux pas l'entendre comme humoristique, mais plutôt comme quelque chose de dramatique au moment où il arrive. Et du reste, Stanley Kubrick l'utilise un peu de cette manière-là dans son film, hein. Je pense qu'il faut avancer si nous Ah voulons. oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Alors, je vais